Bonjour tout le monde. Donc, je présente aujourd'hui vraiment un travail d'équipe qui était une expérimentation avec une nouvelle méthode participative où on a essayé de solliciter le point de vue des acteurs clés dans le système québécois concernant leur vision de la qualité des services de garde au Québec, surtout en centre éducatif. Donc, ce n'est pas pertinent aux milieux familiaux, etc. Mais bon, c'est un départ pour regarder un modèle au moins spécifique pour le Québec. Donc, juste quelques remerciements. C'est Nathalie Bigra qui a soutenu le projet dès le début. Le travail a été soutenu par les fonds de SQRC. Et j'ai certaines images dans la présentation qui, quoi leur nom, c'était généré par le ChatGPT. J'étais assez impressionnée. Voilà. Donc, on sait que la qualité éducative en service de garde éducatif influence le développement des enfants. C'est clair, c'est ça depuis longtemps. Mais il y a un débat qu'on a vu aujourd'hui. Comment mesurer la qualité, comment l'améliorer, comment le même définir. Donc, on est de plus en plus reconnaissant qu'il y a une spécificité locale pour les différentes conceptualisations de la qualité. Et c'est peut-être bien de travailler avec ça, comme on a vu dans la présentation de Annie. On peut travailler avec les modèles implicites des personnes, de qu'est-ce qu'ils font pour améliorer leur qualité. L'autre élément qu'on voit, on focus beaucoup sur l'interaction entre l'enfant et l'éducatrice, mais il y a tout un système autour de ça qui est nécessaire pour soutenir les éducatrices, les éducateurs là-dedans. Donc, Lise a tracé le parcours d'évolution des modèles. On a commencé un peu avec une vision post-positiviste, très quantitatif, objectif, distancé, de comment mesurer la qualité. On est dépassé un autre qui est plus constructiviste. Et maintenant, peut-être on essaie d'intégrer les connaissances scientifiques avec l'expertise locale et l'adaptation au contexte local. Donc, on a essayé de faire ça un peu avec ce projet. C'est intéressant de regarder ça au Québec parce qu'il y a une tradition d'excellence en service de garde éducatif au Québec. On a travaillé ça depuis longtemps. On a investi dans un système au niveau collectif avec les idéaux sociaux derrière ça aussi pour avoir plus d'équité sociale, favoriser l'équité entre les sexes. Donc, les valeurs très présentes là-dedans, et ça, c'est pas toujours le cas. Je viens des États-Unis, je peux le dire. Donc, je trouve que le Québec est un contexte idéal pour vraiment étudier le mélange des savoirs expérientiels avec les connaissances de recherche. Donc, on essaie de tenter cette nouvelle méthode pour vraiment expérimenter cette approche hybride qui combine les différentes perspectives dans un projet. Pour le formaliser, l'objectif de l'étude était d'explorer un modèle qui est propre au Québec et d'intégrer les points de vue des acteurs clés qui incluent les parents, les éducatrices, les gestionnaires, les chercheurs. On n'a pas inclus les enfants dans ce projet, mais ça c'est peut-être à venir. C'est une méthode qui, en anglais, c'est c'est la cartographie conceptuelle de William Trocum. Donc, on a beaucoup de différentes approches pour engager un groupe pour dessiner tous les facteurs qui peuvent contribuer à un phénomène donné. Mais William Trocum a pris ça un peu plus loin pour dire comment peut-on utiliser nos statistiques avancées pour mettre ensemble différents points de vue dans un portrait. Donc, on va voir un peu comment ça se fait. Je ne vais pas rentrer beaucoup en détail, mais c'est juste pour dire que c'est une combinaison intéressante entre l'approche statistique et l'approche participative des personnes. Donc, on a utilisé un logiciel qui a été développé par une équipe qui était très proche à William Trocum, qui ont développé une façon de
intégré de réaliser l'étude en ligne. Donc, tout le processus s'est passé en ligne avec la plateforme GlobalMax de Concept Systems. Il y avait 2 phases de collecte de données. La première phase impliquait on a lancé à large une annonce de l'étude et on a dit parlez-nous de votre conceptualisation d'un service de garde de qualité en centre. Donc, la question précise était quelles sont les caractéristiques d'un service de garde éducatif en installation exemplaire. Donc, on n'a pas voulu utiliser le mot qualité parce qu'on n'a pas voulu avoir les idées comme plaquées pour les réponses attendues. Est-ce que ça a marché ou non? Mais je pense qu'on a eu des résultats intéressants. Et donc, on a pris tous ces énoncés et on a mis ça dans une grande pile. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, ensuite, Alexandra a dû faire le tri dans toutes ces idées-là. Et on a eu une partie structurée un peu plus tard. Donc, je vais en parler. Donc, on a eu finalement, quand on a décortiqué, essayé de voir toutes les réponses, on a demandé aux gens au début de se donner des courtes phrases, des mots-clés, mais finalement, elles ont donné comme presque des paragraphes. Donc, c'est Alexandra a fait le tri. Elle a séparé tout ça dans les idées qui représentent une idée. Il y avait à peu près 3000 à la fin. Il y avait de la redondance dans ça. Donc, elle a trié beaucoup dans le pile. Et finalement, on a choisi 125. Il faut limiter ça dû aux contraintes de logiciel, mais on a essayé de vraiment représenter la diversité d'idées que les participants ont générées. Ensuite, on a recruté un bassin de participants beaucoup plus petit. Il y avait à peu près 80 personnes qui ont fait une tâche assez élaborée. Ils ont pris le 125 énoncés et ils ont regroupé en piles. Ils peuvent faire n'importe quelle pile. La seule contrainte était juste qu'on mette les idées qui vont ensemble parce qu'ils sont semblables dans leur contenu. Et on donne une étiquette à chaque pile pour représenter quel est le thème commun dans les piles que vous avez développées. Ensuite, ils ont pris chaque énoncé, ils ont dit, est-ce que ça c'est relativement plus importante, très importante relative à toutes les idées que vous avez vues, ou c'est relativement, c'est important, mais un peu moins, juste donner le contexte donné. Donc, c'était une échelle de 1 à 5. Ça nous a permis de développer une base de données qui est une matrice qui représentait combien de fois les participants ont mis 2 énoncés ensemble dans la même pile. Ça permet une statistique avancée qui s'appelle analyse d'une composante principale qui place tous les énoncés dans un espace 2-dimensionnel. Je vais vous montrer la carte dans une minute. Qui ensuite on peut analyser avec l'analyse des clusters. C'est un aspect un peu plus qualitatif que l'équipe doit décider combien de clusters, comment les nommer, etc. Mais on avait les étiquettes aussi des participants. Ils nous ont donné leur nom, donc on a regardé qu'est-ce qu'ils ont suggéré pour les piles, et donc on a arrivé à nos clusters. Donc, finalement, les 7 clusters qu'on a eus, le premier, c'est apprentissage par le jeu et le choix. Une deuxième, c'est les éducatrices adoptent des pratiques exemplaires, les best practices. Les éducatrices, le troisième, ont des connaissances sur le développement. Ils connaissent bien le développement des enfants. Quatrième, qu'il y a des bonnes conditions de travail pour les participants. Cinquième, qu'il y a un partenariat entre les familles et d'autres acteurs dans la communauté, donc les ressources qui peuvent être une ressource pour les familles. Sixième, il y avait un aspect d'appréciation de la diversité et de l'inclusion pour toutes sortes de familles, toutes sortes d'enfants dans leur réalité actuelle. On les acquis comme ils viennent. Et finalement, un aspect sur l'environnement physique et alimentaire. Donc, je dois me déplacer ici pour décrire. Comme j'ai dit, chacun des points ici représente une des énoncés
Et quand on a un cluster qui regroupe les énoncés, ça veut dire que beaucoup de participants ont mis les énoncés ensemble. Et les grappes se sont formées quand on a fait l'analyse des clusters. Donc, on a aussi les couches dans cette représentation-là. Les couches représentent la moyenne des cotes d'importance pour chaque énoncé dans une grappe. Donc, tous les énoncés ici ont eu trois couches, une moyenne entre 3,92 et 4,14. C'était au milieu. Ça, c'est le plus bas. Et ça, c'est le plus haut relatif aux autres. Non, en fait, ça, c'est le plus haut. Donc, on voit qu'il y a comme même une dimension plus grande ordre où les énoncés qui touchent comme l'organisation et le personnel, c'est un peu en haut. Et en bas, on a des choses qui sont plus proximales pour l'enfant. Donc, l'autre élément de droite à gauche, en fait, ici, on a les choses qui sont très liées aux interactions entre le personnel et l'enfant. Et ici, on a des choses qui sont plus les relations à l'extérieur de la communauté. Donc, on ne peut pas discuter longtemps de ce graphique-là. Je pense que c'est une représentation assez intéressante, mais on n'a pas le temps de voir les 125 différents énoncés. Mais je peux vous donner quand même un aperçu de qu'est-ce qu'il y a là-dedans. L'apprentissage par le jeu et l'exploration parlait beaucoup de choix, autonomie, créativité. Et les activités libres, mais aussi les activités structurées, donc un bel équilibre entre ces deux choses. Aussi équilibre entre le jeu, le repos, la lecture, aller à l'extérieur. Une emphase vraiment sur le développement global et social et un sentiment d'appartenance et estime de soi. Et ce qui est intéressant aussi dans cette perspective, dans ce grappe-là, c'est le fait que ça représente un peu la vision de l'enfant sur son expérience dans le service de garde, qui est à noter. La prochaine, par contre, ça parle plus des éducatrices et leur connaissance, leur habileté, leur formation, etc., sont sensibles et empathiques, ils développent un lien de confiance avec les enfants, ils sont présents et l'accompagnent l'enfant dans son jeu sans trop s'imposer, etc. Il y a un repérage précoce des vulnérabilités pour permettre mettre des ressources à la disposition à la famille. Donc, ça, c'est vraiment orienté perspective éducatrice. Aussi, plus pour les éducatrices, ils adoptent les pratiques exemplaires, un peu que ce qu'on voit dans la littérature, bienveillance et respect des enfants. On a un programme éducatif reconnu, des pratiques pédagogiques innovantes. Donc, on n'a pas peur d'expérimenter, mais tout le temps, on est centré sur le bien-être de l'enfant. On arrive plus le côté organisationnel. Nos participants nous ont donné plusieurs énoncés qui parlaient des conditions de travail, qu'on a une formation continue, on a un climat harmonieux, on a reconnaissance personnelle, on a stabilité et engagement du personnel, et vraiment gestion aussi, les aspects administratifs, c'était une gestion humaine et équitable. C'était une des conditions vu comme important pour la qualité qu'on ne voit pas dans d'autres modèles en général, parce que ça touche la structure autour de l'interaction en classe. On est toujours pas toujours, mais à la plupart du temps, on est focalisé sur les aspects en classe. Le partenariat famille-communauté, on parle de l'implication et accueil des familles le moment, le matin, où on recueille les parents. On a une communication bidirectionnelle, on donne les carnets où on explique qu'est-ce que l'enfant a fait pendant la journée. On donne du soutien à la parentalité et fait un lien entre les parents, les ressources de la communauté. On a une accessibilité, les horaires adaptés, etc. Et au milieu de la carte, on a vu une grappe tout au milieu qui semble être un pont entre tous les autres éléments. C'était la diversité et l'inclusion. C'est comme une attitude, une valeur un peu plus qui anime le reste des pratiques.
accueil des besoins à besoins particuliers, approche antiraciste et antisexiste, respect des valeurs et de la diversité, et politique d'inclusion et aussi financement adéquat. Et le dernier, le septième, c'était l'environnement physique, qui aussi est rarement... ça commence à être mesuré un peu plus. Classe vient d'avoir une échelle pour vraiment focaliser sur l'évaluation de l'environnement physique. Mais ici, on parle des choses comme les espaces calmes, lumineux, bien aménagés, les ressources avec lesquelles l'enfant peut interagir pour stimuler son développement. Alimentation saine aussi, accès à la nature, mais ensuite l'aspect alimentation, c'est très très peu abordé dans d'autres modèles, mais évidemment c'était une priorité au Québec avec Gazelle et Porteron, etc. Donc c'est émergé dans nos résultats. Et qu'on respecte le rythme de l'enfant au niveau de son faim et aussi comme avoir de l'eau toujours disponible pour les enfants et à peu près dans leur volonté. Donc ici, on a comparé j'ai oublié de mentionner, on a essayé de regrouper les participants en deux groupes, même s'il y en a une grande diversité. On avait les professionnels au gouvernement, on a eu le soutien des personnes en soutien pédagogique, on a eu les éducatrices, on a eu les gestionnaires, on a eu des parents, on a eu des personnes qui s'identifiaient juste comme citoyennes intéressées. Donc, on a dû diviser cette grande diversité en deux groupes. On a parlé des parents versus les professionnels. Et on a comparé leur cote d'importance pour chacune des grappes. Désolée, cette diapo, c'est juste disponible en anglais pour le moment. Ça semble que c'est assez différent, mais vraiment, c'était une échelle de 0 à 5 et les différences commencent à 3,5 presque, à 4,5. Donc, on parle de 1 point de différence sur une échelle de Likert. Ce n'est pas beaucoup de diversité. Les deux sont d'accord que la connaissance du personnel sur le développement de l'enfant était un peu le plus important et peut-être l'aspect relation, famille, communauté était relativement, un peu moins important, mais quand même plus qu'au milieu de l'échelle qu'on a utilisée. Et ensuite, on a pas beaucoup de variations entre les autres grappes. Donc, il y a beaucoup d'accords concernant l'importance de ces différents aspects. Donc, je pense que la méthode est intéressante en soi parce que ça représente une façon structurée et quand même à grande échelle qui permettent d'intégrer les savoirs expérientiels et les savoirs scientifiques. Les résultats représentent une perspective qui est ancrée dans le contexte québécois aussi, qui est intéressante. Et dans un sens, ça donne une vision un peu plus complète, ou au moins en complément à certains autres modèles. On a pris le temps de comparer nos résultats, nos grappes aux dimensions du modèle classe et le modèle Eckers. Et si on peut résumer la comparaison, je pense que les résultats présentent un modèle écologique un peu plus complet, dans le sens ici on a beaucoup on a dans notre modèle et aussi dans d'autres beaucoup d'accent sur les interactions proximales. Mais parfois le focus est vraiment là et ça c'est pas plus élargi. Le Eckers a un peu plus sur le cadre de la salle de la classe en termes de l'organisation de l'espace, l'organisation du temps, les rythmes dans la journée, etc. Donc, ça c'est comme la structure autour des interactions, si on peut voir ça comme ça. Il y a aussi des aspects organisationnels, donc on parle des phases de culture de chaque centre, est-ce que c'est harmonieux, climat, est-ce que les politiques du développement professionnel sont présentes, etc. Et finalement, on arrive comme la relation externe avec les familles et les partenaires. Donc, c'est tout le modèle logique, le modèle écologique qu'on a vu plus tôt aujourd'hui. Ce que ça inclut pas, peut-être, c'est les politiques qui soutiennent tout ça, mais bon, l'investissement financier, etc. Mais bon, on a demandé c'est quoi qui représente
centre éducatif exemplaire. Et voilà. Donc, un autre élément s'ajoute la perspective de l'enfant, qui est plus souvent sondée dans les modèles existants. Et c'est mettre en valeur aussi les valeurs de la diversité et l'importance du bien-être du personnel. Donc, ça, c'est aussi des choses qu'on ne voit pas beaucoup moins souvent. On n'a pas parlé aux personnes des milieux familiaux. On n'a pas eu un échantillonnage représentatif. C'était large, c'était divers, mais ce n'était pas représentatif de la population au Québec, rien comme ça. Plus c'est qualitatif dans la logique, dans ce sens. Et ça n'est pas un portrait de la perspective de chaque groupe, c'est juste un portrait collectif. Implications pour la recherche, je vais sauter ça parce que j'ai manque de temps, mais je pense que ça peut être informatif pour les milieux de pratique, comment on peut voir les politiques alignées pour soutenir ces différents aspects de qualité, mettre accent sur le fait que ça prend une structure autour pour améliorer la qualité. Donc, j'espère que c'est un modèle qui peut être utile, ancré dans la réalité québécoise, qui est multiniveau, qui inspire les changements pratiques et politiques et une démarche adaptable aux autres contextes, dans le sens de la méthodologie qui peut être appliquée ailleurs. C'est sûr qu'il faut une validation, il faut tester ça plus systématiquement, mais c'est un point de départ. Donc, merci beaucoup.